Sur les rives de la Méditerranée, les littoraux ont connu des siècles de progradation dus en grande partie à la forte érosion du sol dans l'arrière-pays suite à la déforestation, avec de brèves phases de recul quand l'effondrement de la démographie eut pour conséquence la repousse du maquis, comme en Italie après la chute de l'Empire romain ou lors de la propagation de la peste au XIVe siècle. Le premier réseau de surveillance de l'évolution des côtes, dont nous ayons connaissance, était constitué de 3 bornes placées en 1828 par les Lorraines au nord de l'embouchure de l'Arno, et sur lesquelles était gravée la distance par rapport à la mer, laquelle se retirait rapidement et imposait la construction de nouvelles tours côtières. Aujourd'hui, c'est un phénomène contraire qui préoccupe, à savoir l'érosion qui affecte une grande partie des plages de Méditerranée. Même si l'érosion fait partie des processus naturels qui façonnent continuellement la surface de la Terre, les causes de sa récente et rapide propagation sont à rechercher dans les activités anthropiques comme l'abandon de l'agriculture, l'édification de digues et de déversoirs le long des affluents de fleuves, l'extraction de matières premières d'origine fluviale et le colmatage des systèmes d'assainissement. Les sédiments ne peuvent alors plus transiter naturellement vers la côte, ne pouvant contourner l'obstacle des ports, des môles de protection et des ouvrages de défense des littoraux. L'effet de ces actions n'est pas toujours calculable avec exactitude et peut se manifester à différentes périodes. C'est pourquoi il est nécessaire de tenir sous contrôle la côte pour en quantifier les mutations et l'état futur. Outre une surveillance de moyenne fréquence élargie à tous les littoraux, un contrôle plus fréquent devrait précéder, accompagner et suivre la réalisation d'ouvrages qui pourraient avoir une incidence sur l'évolution des plages. Dans ce cas, le secteur à surveiller doit correspondre à l'unité physiographique, à savoir à cette portion de côte délimitée par des promontoires ou des ouvrages qui atteignent la mer, au-delà de la profondeur à laquelle se déplacent les sédiments sous l'effet de la houle. Par des interventions mineures, on peut prendre en considération des secteurs plus étroits, mais morphologiquement homogènes. Une connaissance approfondie des processus en cours, de leur histoire et des scénarios futurs peut orienter la gestion du territoire côtier vers la protection, l'adaptation ou le recul stratégique. Dans le premier cas, des ouvrages de défense réduisent la résilience de la côte et demanderont un entretien et des adaptations périodiques aux conditions futures. L'adaptation prévoit une modification des ouvrages anthropiques présents sur la côte afin d'en garantir la fonctionnalité, même dans les scénarios à venir. Le recul est considéré comme la stratégie la plus durable en termes d'environnement et d'économie, si l'horizon temporel de la planification et de la gestion de l'espace côtier va jusqu'à inclure, comme il se doit, les générations futures. Dans ce cas, l'analyse des processus passés et le suivi de ceux qui sont en cours fourniront les données au modèle, lesquels devront prévoir, avec différents niveaux de certitude, la position qu'atteindra la ligne du rivage dans les temps de référence. Bien sûr, dans cette prévision, l'élévation du niveau de la mer aura une grande importance. Une élévation qui jusqu'ici a eu un rôle secondaire dans l'érosion des côtes, mais qui, dans les scénarios futurs, sera un facteur dominant. La gestion du territoire requiert toujours la participation informée des citoyens. Et dans ce cas, cette exigence est encore plus forte, étant donné que les choix auront un impact considérable sur la population et retomberont aussi de manière irréversible sur les générations futures.
C'est pourquoi les données sur l'évolution du littoral, les causes de l'érosion et les scénarios que les modèles produiront pour les prochaines décennies devront avoir une diffusion maximale au sein d'une population qui devra être non seulement informée, mais aussi formée. La reconstruction de ce qui s'est passé, l'analyse des tendances actuelles et la prévision des scénarios futurs doivent s'appuyer sur des données propres à la description des différents processus, dont la résolution spatiale et temporelle spécifique à chaque situation. L'évolution historique du littoral peut s'appuyer sur la cartographie antique, à condition toutefois d'évaluer le contexte dans lequel chaque document a été produit et la finalité de chacun. La cartographie pré-géodésique peut fournir des indications sur la forme générale du littoral et sur la présence ou non de certains éléments. Mais toute analyse numérique bute sur la faible précision des méthodes cartographiques d'alors, sauf en présence de variations morphologiques de grande ampleur. La réédition plus tardive des cartes pose également le problème de l'attribution de la date correcte. La cartographie géodésique est en mesure de fournir des informations beaucoup plus précises, même si les cartographes étaient rarement attentifs à la position de la ligne de rivage, un élément considéré depuis toujours comme extrêmement variable. La grande distance temporelle entre les divers documents conduit ensuite à une simplification des modalités de l'évolution des côtes et nous restitue un cadre dans lequel les transformations sont généralement considérées comme linéaires. Les documents obtenus par relevé aérien ne tiennent pas toujours compte des déplacements de la ligne de rivage apparente dus à la marée astronomique et barométrique. Déplacements qui, sur des littoraux constitués de sable fin et donc de faibles pentes, peuvent entraîner des erreurs supérieures à la valeur effective du phénomène à considérer. Les différents repères visibles sur la plage et qui peuvent servir de référence de la position du rivage, exemple limite de la plage mouillée, ligne de débris, point intermédiaire de la ligne de brisement des vagues, dépendent tous des conditions actuelles et préalables relevées et ne peuvent pas être utilisés pour la reconstruction de l'évolution du littoral. Seul l'isohypse ou l'isobate 0 constitue un élément topographique dont la position peut être comparée dans le temps. Parfois, elle peut être émergée, parfois submergée, mais la présence de l'eau n'est pas prise en compte dans le relevé. Un élément dont il faut tenir compte dans l'interprétation des données du suivi est celui de la variabilité intrinsèque de la ligne de rivage. Les variations à court terme, jours, semaines et mois, sont souvent plus importantes que les taux de déplacement à long terme, à savoir les tendances évolutives en cours. Il faudra en tenir compte dans le traitement et l'interprétation des données. L'état de santé d'un littoral n'est pas seulement fourni par la position de la ligne de rivage. Un indicateur plus pertinent est celui du bilan sédimentaire qui correspond à la variation de volume de toute une plage, aussi bien sa partie émergée que sa partie submergée. La première s'étend du pied de la dune ou depuis des structures artificielles jusqu'à la ligne de côte. La seconde s'étend jusqu'à la profondeur de fermeture, là où les variations morphologiques mises en évidence par les reliefs bathymétriques et induites par la houle ne sont plus significatives. Indépendamment du matériel utilisé pour la plage émergée, la précision des relevés actuels est supérieure à la dimension des microformes présentes sur le sable, comme par exemple ripple marks. Et l'estimation de la variation volumétrique de cette partie de la plage est très précise. Les relevés bathymétriques, au contraire, ont une précision de quelques centimètres et en comparaison, on ne peut éviter de surestimer ou de sous-estimer une variation de 5 à 10 cm.
Si l'on considère l'extension de la plage submergée, qui, en fonction de la pente du profil et de la profondeur de fermeture, peut atteindre jusqu'à 1 km, on comprend que l'erreur dans l'estimation du budget sédimentaire peut se révéler importante. Bien qu'une étude avec une plus grande densité de points soit préférable sur les deux secteurs, le secteur émergé et le secteur submergé de la plage, l'analyse de coût-bénéfice ne privilégie pas toujours des relevés à haute densité, par exemple avec le laser scan à terre et le multi-beam en mer. Avec des morphologies uniformes, en l'absence d'ondes de macromorphologie et de barres non linéaires, et bien sûr sans affleurement rocheux, le relevé sur des profils rapprochés peut reproduire la forme de la plage de manière compatible avec celle qui est générée par un relevé à haute densité. Dans tous les cas, le protocole de suivi pour cet aspect-là doit être adapté à la demande spécifique à laquelle il doit répondre. La précision des données, de même que leur fréquence dans l'espace et dans le temps, doivent être définies au cas par cas si l'on veut obtenir le meilleur rapport coût-bénéfice. Évidemment, cela ne s'applique pas pour le suivi continu à l'échelle régionale, qui doit produire des résultats comparables entre les différents secteurs du littoral. Une partie importante du suivi côtier, notamment dans le but d'évaluer l'impact de structures en mer ou l'efficacité de rechargement artificiel, consiste à étudier l'évolution de la texture des sédiments. Cela doit concerner soit la plage émergée, soit la plage submergée et se baser sur un nombre de points d'échantillonnage qui tiennent compte de la variabilité horizontale et transversale des sédiments de plage et des structures côtières pouvant influencer les processus d'érosion, de transport et de dépôt, de sorte que leur impact puisse être évalué également sur la base de données sédimentologiques. Quant au rechargement artificiel, qu'il se fasse avec des matériaux provenant de la mer ou de la terre, lesquels reproduisent rarement la distribution granulométrique des sédiments originaux, les données recueillies doivent permettre de montrer comment les nouveaux matériaux évoluent au fil du temps, ceci afin de fournir aussi des informations utiles pour définir les caractéristiques des sédiments à utiliser pour des rechargements futurs de la plage. L'élaboration et la représentation des données constituent un moment fondamental du suivi. Et ces activités doivent être établies simultanément pour toutes les opérations, y compris celles qui les précèdent. La façon dont les données ont été recueillies conditionne à la capacité qu'on a à les traiter et représenter. La comparaison des données recueillies de façon aléatoire ou projetées de manière à ne pas influencer les résultats voulus pourra difficilement fournir les informations dont a besoin le projeteur ou le planificateur. En ce qui concerne l'analyse de l'évolution de la ligne de rivage, la comparaison effectuée le long des zones fournit une évaluation approximative des variations de superficie de la plage émergée, notamment quand celle-ci a une évolution régulière. Au contraire, le calcul de la variation de zone sur chaque portion de côte, opportunément déterminée, donne une mesure réelle qui tient compte également de la discontinuité produite par les ouvrages de protection ou par des pointes qui se manifestent le long du rivage. Dans la détermination des secteurs, il est opportun de trouver un compromis entre l'uniformité de leur longueur et la nécessité de les arrêter en correspondance avec des éléments morphologiques particuliers, anthropiques ou naturels, embouchures, promontoires, ports, protection côtière, etc. La représentation classique est faite d'histogrammes qui montrent pour chaque secteur le déplacement moyen ou le déplacement de la ligne de rivage.
dans la comparaison d'histogrammes représentatifs de périodes diverses, il est indispensable de maintenir l'échelle verticale constante et de ne pas se fier uniquement au programme qui, de manière automatique, utilise les valeurs extrêmes pour définir l'échelle. Une synthèse des informations relatives à une longue étendue de côte peut être rendue par un diagramme circulaire dans lequel l'amplitude des classes doit être soigneusement définie. Des variations positives ou négatives du même ordre de grandeur dans la précision des relevés peuvent être rangées dans une classe unique appelée variation modeste, en séparant éventuellement les variations positives des négatives. Tandis que pour la série dans laquelle les déplacements sont plus importants, une échelle avec des intervalles d'amplitude croissantes peut être adoptée. Cela évite que quelques secteurs avec de très fortes variations n'obligent à une représentation qui masquerait les différences de comportement entre les autres secteurs. La lecture du profil transversal de la plage, dans sa partie émergée et sa partie submergée, et de ses variations, fournit d'utiles informations sur son état morphodynamique, sur l'impact des ouvrages et sur la stabilité des rechargements artificiels. Étant donné que les pentes sont modestes, à l'exception de quelques portions du profil, comme par exemple la dune et l'estran, l'échelle de représentation doit être altérée, produisant une certaine exagération verticale. Si le rapport d'échelle entre hauteur et longueur est élevé, par exemple de 1 à 2, il sera très difficile de percevoir la présence de certaines morphologies, comme les crêtes de la berme, le steppe ou les barres. Si au contraire elle est trop basse, par exemple de 1 à 10, ces formes seront bien mises en évidence, mais la perception que nous aurons du profil sera distordue et loin de la réalité. Dans la représentation des données, des erreurs et des imprécisions peuvent survenir dans l'étude, ce qui parfois peut porter à confusion. Un cas classique est celui d'un découplage temporel entre l'enregistrement de la position et celui de la mesure de profondeur. Le retard de l'un par rapport à l'autre crée une ondulation des isobates déterminée par l'entraînement vers le rivage ou vers le large des quotas. Lors de la comparaison des profils bathymétriques et des cartes bathymétriques fournies par les relevés successifs, il convient de rappeler l'importance que peut avoir une incidence lors de la prise de données de la partie submergée. Des variations dans les limites de précision devraient être considérées comme non sûres et l'échelle des variations verticales devrait être établie en conséquence. Plus que les variations volumétriques, qui, si elles restent dans la plage de précision, peuvent conduire à des évaluations erronées, ce sont les variations de forme qui sont les plus significatives, comme les récifs, les fosses, les creux et le déplacement des barres sableuses. Afin de comparer des études rapprochées dans le calcul du bilan sédimentaire, il sera parfois plus approprié de limiter l'analyse à la plage émergée et à une portion plus étroite de la plage submergée pour éviter que les erreurs commises sur une zone plus étendue aient un poids excessif. Il est évident que dans l'analyse des données, il convient dans la mesure du possible de tenir compte des conditions météorologiques survenant dans l'intervalle de temps considéré. Cela n'est pas toujours facile pour des données collectées dans le passé, mais un suivi mis en place aujourd'hui, notamment pour évaluer l'efficacité et l'impact des ouvrages maritimes ou la stabilité des rechargements artificiels, ne peut faire abstraction de la collecte de données des ondes marines. Il en est tout autant des ouvrages maritimes et de tout ce qui influe sur le budget sédimentaire de chaque unité physiographique. Et les données recueillies devront aussi être lues à la lumière de l'âge et de la typologie des diverses interventions, comme des éventuelles modifications structurelles apportées dans le temps. Étant donné que les choix qui devront être faits sur la base des résultats du suivi impliqueront tous les acteurs de la gestion intégrée de la zone côtière, ceux-ci devront être facilement accessibles et compréhensibles. Parmi les diverses finalités du suivi morphologique, il y a l'identification des causes de l'érosion, la quantification et la localisation des processus érosifs, ainsi que l'analyse de leur évolution dans le temps.
À une échelle nationale, les données, si elles sont recueillies et élaborées de façon homogène, permettront d'évaluer l'intensité du processus et de déterminer les ressources nécessaires pour la gestion globale du phénomène. La conformité des données et leur traitement permettra aussi d'établir les priorités des interventions et la valeur des ressources à destiner aux différentes parties du territoire. Pour ce qui est des projets de protection côtière, les données fournies par le suivi permettront non seulement d'évaluer leur efficacité et leur impact, mais aussi de déterminer des interventions pour mitiger les effets négatifs et éventuellement optimiser le rôle des structures. Dans le cas de rechargement artificiel, il est possible de planifier les interventions de reconstitution du volume et l'éventuelle modification des paramètres de texture des sédiments à utiliser. Par intervention, on ne considère pas uniquement les interventions structurelles, car les interventions normatives sont tout aussi importantes, sinon plus, pour une gestion durable du littoral. Les données fournies par le suivi permettront le développement de modèles adaptés à la création de scénarios futurs, avec des horizons temporels variables et en fonction des différents niveaux d'incertitude dans la quantification des différents forçages. En fonction des diverses caractéristiques morphologiques, écologiques, économiques et sociales des différentes portions de côte, il faudra d'abord définir les stratégies de gestion et, dans un deuxième temps, déterminer les projets d'intervention. La protection est la stratégie adoptée jusqu'à ce jour dans presque toutes les régions du monde, consistant à des ouvrages en dur qui empêchent le recul de la ligne de rivage, réduisant l'énergie du mouvement de la houle incidente ou capturant les sédiments en transit. Ceci entraîne une expansion de l'érosion aux zones placées sous le flux et la transformation morphologique et sédimentologique du littoral. La résilience de la côte est considérablement compromise et le système n'est plus en mesure de s'adapter à d'éventuelles augmentations d'intensité des forçages, énergie de la houle, niveau de la mer, fréquence des événements extrêmes. La valeur environnementale et économique de la portion protégée se réduit à mesure que les structures deviennent plus imposantes et il peut arriver que la protection coûte davantage que la valeur à protéger. En outre, en raison de l'augmentation des processus érosifs, les générations futures seront obligées de supporter des coûts économiques de plus en plus importants. De plus, tout changement successif de stratégie se traduirait par le gaspillage des ressources précédemment engagées. L'adaptation consiste à modifier des structures, édifices, voies de communication, ports, etc., de façon à garantir la fonctionnalité même dans un scénario environnemental considéré sans retrait. Le chargement artificiel des littoraux, en modifiant le budget sédimentaire de la plage sans prévoir de recul, peut de fait être considéré comme une partie de cette stratégie. Le recul stratégique dans la gestion côtière est à long terme considéré comme la stratégie la plus durable. Ceci part d'une définition des scénarios futurs sur base scientifique, avec toutefois des limites de certitude en matière de forçage. En extrapolant la position de la ligne de rivage en fonction des tendances en cours, en incluant les niveaux de la mer prévus et en simulant une série de tempêtes consécutives, on peut prévoir où sera la ligne de rivage l'année de référence, par exemple en 2100. La ligne de retrait est ainsi définie, au-delà de laquelle il ne faudra pas construire de structures stables, et dans le cas de dommages des structures existantes, celles-ci ne pourront être reconstruites qu'en dehors de cette limite. Il faudra également encourager la délocalisation des structures avant leur effondrement par des interventions économiques ou normatives. La zone du territoire concernée par ces actions ne devra pas être considérée comme abandonnée. Elle demandera une attention égale, voire supérieure, à celle que l'on consacrera aux portions protégées.
L'investissement public aura aussi une retombée directe, dans la mesure où la zone de retrait, devenue d'utilité publique et dotée de structures amovibles, aura une importante fonction récréative et sociale. Il est évident que cette stratégie demande un fort partage des connaissances et une entente étroite sur les objectifs de la part de tous les intéressés. En réalité, il existe une quatrième stratégie, qui consiste à intervenir sur les causes de l'érosion. Le suivi permet dans de nombreux cas leur identification et leur quantification. Il donne aux planificateurs les connaissances nécessaires pour intervenir dans ce sens et évaluer le rapport coût-bénéfice sur le long terme. Dès lors qu'est évalué le déficit sédimentaire d'une unité physiographique, on pourra voir si des interventions sur le bassin hydrographique suffiront pour une augmentation de l'apport solide fluvial, pour favoriser le développement d'éboulements, la réduction des déversements, l'élimination ou la vidange des sédiments qui les envasent, et dans tous les cas, envisager la réalisation d'un pontage sédimentaire. Sur le littoral, le suivi aura permis de quantifier les volumes qui sont bloqués par des structures saillantes ne servant pas à la protection côtière, comme les ports et les môles de protection aux embouchures des fleuves. Dans ces cas-là, on pourra prévoir un bypass continu ou périodique des sédiments, sans oublier que la zone de prélèvement devra aussi faire l'objet d'un suivi pour en évaluer les effets et laisser un volume suffisant pour contenir les ondes de tempête extrêmes. Quant à la planification côtière, le suivi et les modèles de prévision des scénarios futurs constitueront la base non seulement pour déterminer les portions de retrait, mais aussi le type d'installation et de structure à réaliser dans des zones apparemment stables et dans celles qui sont en progradation à cause de processus que l'histoire passée et les modèles de prévision pourraient nous faire considérer comme éphémères. Le suivi qui, à première vue, peut ne sembler qu'un banal exercice de mesure, se révèle être un instrument clé du connaître pour gouverner qui représente la base de l'action politique.